Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les Japonais ont attaqué la base aéronavale de Pearl Harbor à Hawaï? Mais pourquoi sont-ils rentrés chez eux juste après, sans avoir conquis l'archipel? Si vous vous êtes toujours posé cette question, aujourd'hui est votre jour de chance. Je vais vous répondre, restez avec nous. Avant que nous commencions, je vais te faire savoir qu'après de nombreuses demandes de notre public, j'ai enfin lancé l'Académie SDG, un environnement où, pour la première fois, nous allons pouvoir étudier de manière linéaire des contenus bien plus complexes que ceux que je présente ici sur la chaîne. Là-bas à l'Académie SDG, tu vas pouvoir suivre nos cours, être certifié par eux et avoir la garantie de progresser dans tes connaissances sur la Seconde Guerre mondiale et de nombreux autres conflits. L'attaque japonaise sur Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, est l'un des épisodes les plus étudiés et débattus de toute l'histoire militaire. Ce n'était pas seulement une opération audacieuse, mais aussi le point tournant qui a conduit les États-Unis à s'engager pleinement dans la Seconde Guerre mondiale. Les images de ce jour-là, les cuirassés en flammes, les avions détruits dans leurs hangars et les marins tentant de sauver leurs compagnons sous les décombres sont restés gravés dans l'imaginaire collectif comme des symboles de la vulnérabilité et de la riposte qui a suivi. Cependant, à côté du récit bien connu de l'attaque, il existe une question qui intrigue aussi bien les profanes que les spécialistes. Pourquoi le Japon n'est-il pas allé plus loin ? Pourquoi, après avoir obtenu un succès initial en surprenant les États-Unis, le Japon n'a-t-il pas tenté d'occuper l'archipel d'Hawaï pour en faire une base avancée dans le Pacifique? Une telle opération aurait pu changer le cours de la guerre. Ce doute a alimenté des hypothèses contrefactuelles. Pendant des décennies, des auteurs d'histoires alternatives ont déjà imaginé des scénarios où des drapeaux japonais flottaient sur Honolulu. Certains stratèges se sont demandé si une telle audace aurait pu isoler les États-Unis de l'Asie, permettant au Japon de consolider sa sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale. Mais l'histoire réelle montre que cette option n'a jamais été sérieusement envisagée. Comprendre pourquoi exige d'examiner de près la composition de la force qui a attaqué Pearl Harbor, la soi-disant Kido Butai, qui était jusqu'à ce moment-là la plus grande et la plus puissante flotte de porte-avions jamais réunie. C'était le cœur de la stratégie conçue par l'amiral Soroko Yamamoto, et sa composition révèle à la fois la portée et les limites de cette attaque. L'attaque contre Pearl Harbor n'aurait pas pu être menée par n'importe quel groupe naval. Il fallait une force équilibrée, capable de parcourir des milliers de kilomètres d'océan sans être détectée, de lancer des centaines d'avions contre des cibles lointaines, puis de revenir en toute sécurité. Le Japon a rassemblé pour cette mission le noyau de sa force aéronavale. 6 porte-avions de première ligne escortés par des croiseurs et des destroyers, soutenus par des navires-citernes qui assureraient le ravitaillement en carburant tout au long du voyage. L'audace de l'opération résidait précisément dans le pari que les porte-avions seraient la pièce maîtresse, à un moment où de nombreuses marines considéraient encore les cuirassés comme les véritables symboles de la suprématie navale. Le noyau de la Kido Butai était composé de 6 grands porte-avions, le premier d'entre eux étant l'Akagi, qui était le navire amiral de la force. À l'origine, il avait été conçu comme un croiseur de bataille, mais il a été converti en porte-avions au cours des années 1920. Il avait une capacité d'environ 90 avions et servait également de poste de commandement à l'amiral Chuichi Nagumo, le commandant de l'opération. Il y avait aussi le Kaga, qui était également issu de la conversion d'un cuirassé, et avait une capacité similaire à celle de l'Akagi, transportant entre 70 et 80 avions. Le Soryu et le Hiryu étaient des porte-avions plus petits, mais plus rapides, capables d'opérer avec environ 60 avions chacun. Ils étaient considérés comme modernes et bien adaptés aux opérations. Le Shokaku et le Zuikaku étaient les plus récents et les plus modernes de la flotte. Ils étaient entrés en service seulement en 1941 et avaient la capacité d'opérer environ 80 à 90 avions chacun,
Avec une vitesse assez élevée et des hangars bien conçus, ils représentèrent le summum de l'ingénierie navale japonaise. Ensemble, ces 6 porte-avions embarquaient environ 440 avions. La composition de ces appareils comprenait des chasseurs Mitsubishi A6M0, des bombardiers en piqué Aichi D3 Aval et des torpilleurs Nakajima B5 Kate. Cette combinaison permettait au Japon d'attaquer simultanément des cibles navales et terrestres avec une grande efficacité afin de protéger ses porte-avions. Les Japonais ont également déployé 2 croiseurs lourds, le Tone et le Chikuma, tous deux de Kajima. Ces navires avaient pour particularité de concentrer leur batterie principale à la proue, libérant ainsi de l'espace à la poupe pour opérer des hydravions de reconnaissance. Lors de l'attaque, ils ont joué un rôle crucial dans la surveillance de la zone entourant les porte-avions. Il y avait aussi dans la Kido-Butai un croiseur léger, l'Abukuma, de la classe Nagara, qui servait de navire de commandement pour la flotte de destroyers. Celle-ci, composée de 9 destroyers, était responsable de la défense anti-sous-marine et également anti-aérienne de la formation. Ce noyau de surface n'était pas très grand, mais il était adapté à cette mission. Après tout, le pari reposait sur la surprise et aussi sur l'aviation, pas sur des batailles navales traditionnelles. Parallèlement à cette flotte principale, le Japon a envoyé pas moins de 27 sous-marins pour patrouiller autour d'Hawaï. Parmi ceux-ci, il y en avait qui transportaient des mini-sous-marins avec 2 membres d'équipage qui devaient s'infiltrer dans le port et attaquer les navires qui y étaient ancrés. L'opération de ces mini-sous-marins a été un véritable échec. La plupart ont fini par couler ou s'échouer. Mais la présence de ces sous-marins montrait l'intention japonaise de saturer la défense américaine par différents moyens. Peut-être que le composant mini, moins glamour mais absolument vital, était constitué des 8 navires-citernes qui accompagnaient la Kido-Butai. Sans eux, la traversée de plus de 6000 km entre le Japon et Hawaï aurait été impossible. Ces navires en ravitaillaient les porte-avions et les croiseurs en haute mer, permettant à la flotte de rester cachée dans des eaux éloignées jusqu'au moment de l'attaque. Ce détail logistique montre déjà pourquoi une invasion terrestre d'Hawaï était irréalisable. Tout simplement parce que, pour mener une attaque aérienne de 2 jours, le Japon a eu besoin d'un effort de ravitaillement aussi méticuleux. Imaginez ce qu'il aurait fallu pour soutenir toute une armée sur l'île d'Oahu. Attends seulement de voir la taille de l'escadre américaine qui se trouvait à Hawaï et qui aurait pu éventuellement affronter la Kido-Butai. Je vais t'en parler tout de suite, d'accord ? Mais tu as remarqué que justement la Kido-Butai a été conçue avec un objectif très clair en tête ? Et ça, c'est très important dans le contexte d'une guerre aussi grande que celle que le Japon s'est proposé de mener. La flotte du Pacifique américaine comptait 8 cuirassés, 3 croiseurs lourds, 9 croiseurs légers, des dizaines de destroyers et de sous-marins. Il y avait également environ 400 avions basés sur les îles. Cette concentration, que les Américains pensaient être un signe de dissuasion, est devenue une cible idéale pour les Japonais. L'absence des porte-avions américains le jour de l'attaque fut un hasard très décisif. L'Enterprise et le Lexington étaient en mission de transport d'aéronefs dans le Pacifique et le Saratoga était en maintenance en Californie. Cette absence a-t-elle privé le Japon de la chance de détruire les futures pièces maîtresses aéronavales de la guerre ? La composition de la Kido-Butai reflétait un profond changement doctrinal au sein du haut commandement japonais. Le Japon, plus que toute autre marine de l'époque, misait fortement sur les porte-avions comme instrument central de la guerre. Cette vision annonçait une véritable révolution dans la guerre navale, la suprématie de la puissance aérienne embarquée sur les grands cuirassés. Cependant, la spécialisation même de la flotte exposait aussi ses limites. Kido-Butai a été constitué pour lancer une attaque surprise et non pour conquérir des territoires. Il manquait là les transports, les troupes de débarquement, les cuirassés en nombre suffisant pour le bombardement côtier, ainsi que la logistique nécessaire pour maintenir une force terrestre importante. La composition de l'escadre indiquait déjà que l'invasion d'Hawaï n'était pas dans l'horizon stratégique japonais. Et ainsi, dans la matinée du 7 décembre 1940, l'attaque contre Pearl Harbor fut lancée.
Et dans cette vidéo, vous pouvez découvrir minute par minute comment tout s'est déroulé lors de cette action épique qui a finalement amené les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. L'attaque japonaise contre Pearl Harbor est en soi un grand événement incontournable de la Seconde Guerre mondiale. En quelques heures, le Japon a réussi à surprendre les États-Unis, à détruire une grande partie de leur flotte de cuirassés et à causer des milliers de pertes. Ce fut une opération très audacieuse, bien planifiée et exécutée avec une discipline militaire impressionnante, mais Pearl Harbor fut aussi le début de la fin pour l'Empire japonais. Parce qu'en attaquant directement les États-Unis, le Japon a réveillé une puissance industrielle et militaire qui, jusqu'alors, était restée relativement neutre. La guerre Tonsit, qui était déjà mondiale quand on est devenue totale. Même si elle a été dévastatrice, elle n'a pas atteint tous ses objectifs. Les porte-avions américains n'étaient pas présents, les dépôts de carburant et les ateliers de réparation n'ont pas non plus été détruits. Et par-dessus tout, les États-Unis n'ont pas été intimidés, mais seulement galvanisés. L'attaque, qui était censée donner au Japon le temps de consolider ses conquêtes, a fini par accélérer sa défaite. Et face à ce scénario, il n'est pas surprenant que beaucoup se demandent: mais si le Japon était allé plus loin et, au lieu de simplement bombarder, avait débarqué des troupes et occupé Hawaï? Cette tentation contrefactuelle est tout à fait compréhensible. L'idée d'un drapeau japonais flottant sur Honolulu stimule beaucoup l'imagination. Elle suggère que le Japon aurait pu isoler les États-Unis, transformer le Pacifique en un lac japonais et s'assurer les États tant convoités. Une analyse attentive montre que cette hypothèse, bien que fascinante, n'était pas réalisable. Le premier obstacle à surmonter était la logistique. Pour conquérir Oahu, le Japon aurait eu besoin de 100 000 à 150 000 soldats. Ils auraient été transportés à bord de centaines de navires de transport avec le soutien de cuirassés et un flux continu de ravitaillement. Et rien de tout cela n'était à leur disposition. En décembre 1941, le Japon avait déjà engagé sa marine marchande dans des opérations simultanées ailleurs, aux Philippines, en Malaisie, à Hong Kong et aussi dans les Indes orientales néerlandaises, l'actuelle Indonésie. Leur flotte de transport était limitée et leur industrie n'était pas en mesure de l'agrandir rapidement, même si par un effort extraordinaire, le Japon parvenait à débarquer et à conquérir Oahu. Le problème suivant serait encore plus grand: maintenir cette position. L'archipel hawaïen se trouve à 6500 km du Japon. Soutenir une garnison de 50 000 hommes là-bas exigerait des convois constants de ravitaillement, traversant des routes qui seraient bientôt remplies de sous-marins américains. La dépendance au pétrole rendait toute cette équation encore plus inviable. Le Japon devait conquérir l'Asie du Sud-Est pour assurer son supermarché. Détourner des forces pour conquérir Hawaï signifiait justement empêcher la réalisation de cet objectif vital. Du côté américain, l'occupation japonaise d'Hawaï n'aurait eu pour effet que d'accélérer leur mobilisation totale. En 1941, les États-Unis étaient déjà la plus grande puissance industrielle de la planète. Entre 1942 et 1945, leur production militaire a dépassé la somme de celle de l'Allemagne, de l'Italie et aussi du Japon. Cette marée de ressources serait dirigée avec fureur contre un envahisseur. Des sous-marins patrouilleraient tout le Pacifique, détruisant les convois japonais. Des porte-avions de la classe Essex, produits en série, lanceraient des attaques massives. Des bombardiers à long rayon d'action pourraient atteindre Oahu en volant directement depuis le continent américain. Et lorsque la supériorité serait écrasante, une contre-invasion américaine reconquérait l'archipel. Pour les États-Unis, il n'y aurait aucune alternative. Hawaï faisait partie intégrante de leur territoire. Le récupérer serait une question d'honneur national. Et dans le reste du monde, une occupation japonaise d'Hawaï aurait produit des effets paradoxaux. Au lieu d'affaiblir les États-Unis, cela renforcerait leur détermination et, au lieu de retarder la guerre, cela pourrait l'accélérer. En Asie du Sud-Est, le Japon aurait moins de ressources pour ses offensives. Le pétrole des Indes orientales néerlandaises pourrait rester entre les mains des Néerlandais beaucoup plus longtemps, étranglant la marine japonaise. La Grande-Bretagne, bien que sous pression, pourrait résister bien mieux en Malaisie et aussi en Birmanie.
La Chine pourrait recevoir plus de soutien allié, l'Union soviétique serait soulagée de savoir que le Japon ne pourrait pas ouvrir un front à l'est du pays. En résumé, l'invasion d'Hawaï ne changerait pas le résultat final de la guerre. Elle ne ferait que redistribuer le poids de l'effort, raccourcissant peut-être le conflit dans le Pacifique. En précipitant un effondrement japonais, l'étude de l'hypothèse d'une invasion d'Hawaï révèle des leçons durables pour l'histoire militaire. La première d'entre elles est l'importance de la logistique. Le courage et l'audace ne suffisent d'antan tout simplement pas à gagner des guerres. Sans navires de transport, sans carburant, sans ravitaillement, aucune force ne peut se maintenir. La centralité de l'industrie est un autre facteur important, car le Japon, même victorieux dans certaines batailles, ne pouvait pas rivaliser avec la capacité de production américaine. L'issue du conflit était déjà inscrite dans les usines et les chantiers navals japonais à la capacité moindre. Nous devons également prendre en compte le risque de multiplier les objectifs qu'un pays se fixe. Le Japon, en 1941, prenait déjà des risques en attaquant simultanément autant de cibles qu'il l'a fait. Ajouter Hawaï à la liste aurait considérablement multiplié ces problèmes. Prenons également en compte la réaction politique des adversaires, car attaquer Pearl Harbor a déjà suffi à unifier les États-Unis, mais occuper Hawaï n'aurait fait qu'amplifier cette réaction. Sous-estimer la volonté politique de l'ennemi est une erreur grave. Certains historiens vont jusqu'à comparer l'occupation hypothétique d'Hawaï à la bataille de Stalingrad, qui a eu lieu dans le sud de l'Union soviétique. Les deux auraient été des batailles d'usure, avec des garnisons encerclées, sans ravitaillement, se battant jusqu'au dernier homme. La différence, c'est que, tandis que Stalingrad représentait l'effondrement de l'offensive allemande à l'est, Hawaï occupé représenterait un effondrement stratégique auto-imposé du Japon lui-même. Ce serait le choix de transformer une victoire initiale en un piège insoutenable. Et au final, l'analyse converge vers une conclusion très claire. Le Japon n'aurait pas pu gagner une guerre contre les États-Unis, même s'il avait occupé Hawaï. L'équilibre des ressources et la géographie du Pacifique jouaient complètement contre eux. Pearl Harbor fut une audace extrême. Aller au-delà de cela aurait simplement franchi la limite entre le courage et la folie totale. Pearl Harbor demeure dans la mémoire historique comme un symbole ambigu. En même temps, un coup tactique brillant et un désastre stratégique. Le Japon a réussi à surprendre les États-Unis, mais ce faisant, il a scellé son propre destin. L'hypothèse de l'invasion d'Hawaï est tellement utile, non pas parce qu'elle aurait pu changer le résultat de la guerre, mais parce qu'elle illustre clairement les limites du pouvoir militaire lorsqu'il est séparé de la réalité logistique et industrielle. Elle montre que, dans la guerre, il ne suffit pas de se demander ce qui serait souhaitable, mais plutôt ce qui est réellement possible. En décembre 1941, le Japon pouvait attaquer par les airs, gagner du temps et consolider ses conquêtes en Asie du Sud-Est. Occuper Hawaï était tout simplement hors de portée. C'est pourquoi, en revisitant l'histoire, on peut conclure que Pearl Harbor n'a pas été seulement le jour où les États-Unis sont entrés en guerre. Ce fut le jour où le Japon, au sommet de son audace, a entamé la voie qui le conduirait à une défaite inévitable. Mais même en sachant tout cela, tu veux quand même savoir à quoi aurait ressemblé une invasion japonaise d'Hawaï. Tu ne seras pas déçu d'attendre, car c'est le sujet de notre prochaine vidéo. D'accord ? Dis-moi toi, est-ce que tu es d'accord avec mes observations ? Tu penses que le Japon avait une chance de réussir à occuper Hawaï et d'en tirer un avantage décisif avec cette action ? Dis-nous dans les commentaires. Et si tu veux tout apprendre sur la stratégie et la tactique en analysant des cartes militaires de la Seconde Guerre mondiale, n'oublie pas de t'inscrire à notre cours Stratégie et tactique sur la carte. Pense comme les généraux de la Seconde Guerre mondiale. Les inscriptions sont à prix promotionnel pour une durée limitée. Et tout ce que vous avez à faire pour vous inscrire, c'est d'accéder au lien qui se trouve dans la description ou de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. Rejoins-moi à l'Académie SDG comme élève. Et si tu veux tout comprendre sur le projet de la bombe atomique, comment elle a été développée et utilisée, achète ici mon livre « L'atome comme arme ». Partage cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner à la salle de guerre pour ne rien manquer. Je vais m'arrêter ici. Je te remercie encore pour ton audience et une grosse accolade de la salle de guerre.